Ok, donc module 3. Donc, on va voir comment évaluer la sécurité, c'est que ce soit la sécurité physique aussi ou la sécurité digitale, et comment élaborer un plan pour se trouver en sécurité, en fait. Alors, parfois, on voit des informations et on veut avoir un plan d'action pour faire quelque chose par rapport à ça, mais en fait, ça peut entraîner des problèmes de sécurité. Alors là, il y a l'exemple, le cas d'école là qui est présenté dans Atingui, c'est le problème où les pêcheurs ont dû jeter tous les poissons de ce matin, ils sont dangereux à manger, il semblerait que la rivière soit polluée. Alors c'est Anna qui reçoit cette nouvelle et cette nouvelle, elle la bouleverse. Donc, son père étant pêcheur, c'est quelque chose qui la touche de près. Donc, en général, on veut prendre des actions et on veut partager des choses sur lesquelles on ressent une émotion, hein, ou on ressent un intérêt ou quelque chose. Mais si ça fait pas partie de ce qui nous intéresse, on va rien faire. Vous êtes d'accord? Vous voyez une information, ça ne m'intéresse pas. Hop, vous laissez passer. Maintenant, ce que vous partagez, on l'a déjà vu, c'est des choses vraiment qui vous intéressent, qui vous ébranlent, qui ont un rapport avec votre vision de la vie, etc., etc. Donc là, Lina, elle parle avec Anna et elle lui dit oui, les pêcheurs ont dû jeter tous les poissons. Donc Anna, voilà, elle veut maintenant, elle se dit mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Elle se pose des questions, qu'est-ce qui s'est passé? Et elle veut faire une investigation. Donc, c'est elle qui va jouer le rôle du Digital Inquirer. Et bien sûr, on va pas réagir directement en fonction de ses émotions et poster quelque chose. On va avoir une méthode scientifique, hein. Vous savez aussi, par exemple, on dit toujours il faut se tourner sa langue 10 fois dans sa bouche avant de dire quelque chose. Bon, là, c'est la même chose. Aussi, par exemple, des fois, on veut répondre à un email qui nous énerve un peu et on drafte l'email et on dit non, je vais pas le renvoyer tout de suite. La nuit porte conseil. On le relit le lendemain et c'est là qu'on l'envoie, hein. Parce que là, on a une réflexion, on n'est plus dans le même état d'esprit, etc. Hein, donc, il faut faire attention à ça. Donc, exactement, c'est ça. Mais là, en plus, on va avoir une méthode scientifique, hein, pour savoir quoi faire. La méthode scientifique, c'est ce qu'on avait vu, devenir curieux, poser des questions, développer une hypothèse, quelle est son hypothèse, rechercher et vérifier les informations en ligne, collecter et documenter les résultats, analyser et interpréter les informations. Et puis, en option, rapporter ou publier les résultats dans un article ou quelque chose. Voilà. Donc, là, on en est dans l'étape 5. On a déjà vu les autres étapes, hein. Maintenant, on en est dans l'étape 5. Et l'étape 5, c'est de collecter et documenter les résultats. Donc, dans ce module, vous vous concentrez sur la 5e étape. Maintenant, Anna, elle va recueillir actuellement des informations relatives à la pollution de la rivière pour lancer son enquête numérique. Voyons cela. Donc, quel genre d'informations elle pourrait aller collecter et où? Anna, si vous étiez elle, vous auriez collecté des informations sur où et comment vous procéderiez? Alain? Mon cas, j'essaierai d'aller à la rivière pour voir s'il n'y a pas une trace de déchets ou bien quelque chose qui montre la pollution là-bas. Ouais, donc, en fait, tu vas avec un kit, peut-être un kit scientifique même. Hein? Oui, exactement. Voilà, peut-être tu peux acheter un kit scientifique quelque part ou, je sais pas, qui tester l'eau, etc. Et donc, toi, vraiment, tu vas sur le terrain, en fait. D'accord. Oui. Astou, elle dit, elle regarde sur Internet. Alors, sur Internet, comme c'est, ouais, on va voir où est postée l'information, etc. après. Et puis, la rivière est polluée. On regarde un peu, oui, des informations sur la rivière. Certains, Mamradi dit, on va chercher des infos avec les pêcheurs. Oui. On regarde toutes les personnes impliquées et oui, les pêcheurs en particulier. Donc, on collecte et on va documenter ça. Et on les documente, on va sauver nos données quelque part.
Alors, dans sa recherche, en fait, Anna, elle va aller regarder, en fait, sur Twitter. Parce que sur Twitter, elle voit qu'il y a des choses qui sont postées. Maintenant, il faut savoir aussi que, bon, il y a les réseaux sociaux. Je veux dire, il y a Facebook, il y a Instagram et tout ça, mais Twitter, c'est un peu plus professionnel, on va dire. Hein. Facebook, je vais l'utiliser pour rester en contact avec mes amis. Twitter, c'est pour poster des choses professionnelles pour montrer que je suis une experte dans certains domaines. Instagram, ça peut être Facebook aussi, mais je veux dire, c'est un peu différent, quoi. Euh, et puis, Instagram, c'est pour mettre plus des photos. Et je peux mettre des choses perso et des choses professionnelles, etc. Hein, bon, mais TikTok, par exemple, même si beaucoup d'entreprises font du marketing sur TikTok, vous voyez, il y a des choses que, bon, la pollution, je sais pas forcément. Il peut y avoir une vidéo, oui, mais je veux dire que c'est quand même, les réseaux sociaux sont utilisés à des fins différentes. Mais là, c'est sur le réseau Twitter, on regarde et on voit des sources ont accusé Lyon Corp de déverser des produits chimiques toxiques dans le ruisseau qui coule derrière son usine locale et qui se jette dans la rivière. Bon, là, donc, on a plus d'infos déjà. Hein. Les infos qu'on a, en fait, c'est les infos qui sont sur le nom de l'entreprise. Il semblerait qu'il y ait une entreprise soit impliquée. Mais là aussi, j'utilise bien le conditionnel, hein, parce que justement, c'est important, parce qu'on ne va pas accuser sans preuve. Et donc, voilà, on dit des sources sont accusées. Lyon Corp, on sait que c'est le nom de l'entreprise maintenant, et donc elle est près de cette rivière. Donc, on sait maintenant aussi qu'on pourrait parler à Lyon Corp. Non seulement les pêcheurs, mais on voit, et si on va sur le terrain, oui, on va peut-être même sur le terrain, on va aller près de cette entreprise, de cette usine. Et là, on voit Lyon Corp a refusé notre demande de commentaire. Hein. Donc maintenant, on voit qu'une corporation quoi est impliquée. Donc aussi là, c'est complètement différent. Hein. Si vous postez des informations erronées dans le cas d'une entreprise, là, ils ont toute une équipe d'avocats qui peuvent vous tomber sur le dos, etc. Donc on voit aussi que c'est différent. Maintenant, je ne sais pas si vous avez, je pense que il y a des films aussi et qui ont montré ce genre, mais exactement ce cas de figure. Hein. Je regarde, est-ce que c'est l'affaire, c'est une affaire avec, ah non, c'est une affaire, comment elle s'appelle l'actrice, c'est une affaire sur justement une entreprise qui a pollué et qui a pollué de l'eau et beaucoup en fait de personnes sont tombées malades, etc. Ça a donné un film. C'est une histoire vraie, mais qui a donné un film. Euh, film pollution. Et en fait, on voit, par exemple, justement, ce qui se passe, c'est que ils atteignent à la sécurité de la personne, en fait. Ils veulent tuer la personne ou ils veulent la discréditer, etc. Peut-être Monsieur Robot, je ne sais pas, j'ai pas vu Monsieur Robot. J'ai pas vu le film Monsieur Robot, mais peut-être qu'il y a ce genre d'histoire dedans. Ah oui, je pensais à Julia Roberts, qui a joué dans un film sur ça, où elle est avocate et mais bon, c'est pas trop important, mais il y a des films qui parlent de ça. Et d'ailleurs, bon, il y a une réalité, quoi. Mais je veux dire, comme c'est facile de regarder un film plutôt que de lire des livres et des articles, des fois. C'est pour ça que j'en parle, en fait. Hein. Bon, mais c'est un vieux film. C'est pas un film récent. Je regarderai ça tout à l'heure. Donc là, on voit que pour l'instant, on accusé. Hein, il faut bien utiliser le bon vocabulaire, mais là, on ne sait pas en fait si vraiment c'est vrai ou pas.
Mais Lyon Corp, eux, ils se sont dit, moi, je réponds pas à ce genre de… Ils répondent pas pour l'instant. Parce que si c'est une entreprise, ouais, ils ont leurs avocats qui sont en train de regarder quelle va être la réponse. Hein. Donc, faut bien regarder quand on écrit ce genre de choses et quand on lit ce genre de choses, il faut bien regarder le vocabulaire qui est utilisé. Donc, exercice, mais à partir d'un un certain moment, là, on voit que Lien Corp a réagi. Hein, donc, il ne faut pas agir aussi du tic au tac, justement. C'est une grosse usine d'avocats et ils ont réagi. Et donc, Lyon Corp a publié un communiqué de presse indiquant qu'elle a signé un contrat avec une société tierce d'élimination sur des déchets. Qu'est-ce qui se passe alors quand on voit ça? Qu'est-ce que ça veut dire là? Quand on voit ça, qu'est-ce que Lyon Corp elle fait? Lyon Corp a publié un communiqué de presse indiquant qu'elle a signé un contrat avec une société tierce d'élimination sur des déchets. Ça veut dire que Lyon Corp dit en fait que elle n'est pas responsable et qu'il y a une société tierce. Donc, on l'a déjà vu, une tierce personne, une autre personne. Et donc, ça veut dire que, en fait, il y a quelqu'un d'autre encore dans l'équation, mais on n'a pas donné le nom de cette autre entreprise, comme vous voyez. Hein. Comme vous voyez là, c'est une société tierce, c'est très vague. Hein. Donc, Lyon Corp nous dit il y a une autre entreprise. Donc, il dit c'est pas eux, c'est quelqu'un d'autre. Eux, ils ont donné le contrat à une autre entreprise et c'est cette entreprise qui est en charge de ça. Donc, c'est pas eux qui sont en charge de l'élimination des déchets. Elle dégage toute responsabilité, oui. Donc, ils ont publié, ça indique qu'elle a signé un contrat, mais ça reste encore très, très vague. Il y a une autre réponse. Lyon Corp prétend avoir des preuves prouvant prétendument que quelqu'un non affilié à leur société avait déversé ses produits chimiques dans la rivière. Donc là, c'est encore une autre… Lyon Corp prétend avoir des preuves que quelqu'un non affilié à leur société aurait déversé ses produits chimiques dans la rivière. Donc ça, c'est complètement une différente option. Hein. Là, c'est quelqu'un qui a posté ça, où on dit que en fait, il y a une société qui a déversé ses produits, mais ce n'est pas eux. Donc, encore une fois, elle accuse une autre entreprise. Elle accuse personne, là, en fait, parce qu'elle reste dans le vague. Là, on ne peut rien dire. Hein. On ne peut pas dire que Lyon Corp… Et puis, ses propos sont reportés par quelqu'un d'autre. Ça a été vu quelque part d'autre. Donc, en fait, on ne sait pas encore… On ne sait même pas si Lyon Corp a réellement répondu, on ne sait pas qui est cette société tierce, on ne sait pas qui est non affilié. Mais ce qui est bien dans ces réponses, c'est que le vocabulaire utilisé est très vague et très, voilà, indiquant, prétendument. Donc là, on a même en français déjà écrit Lyon Corp prétend avoir des preuves prouvant prétendument. Ça serait même pas bon en français. Mais aussi, voilà, prouvant prétendument, on peut juste mettre prouvant. Hein. Là, c'est un peu trop exagéré. Donc, le vocabulaire qui est utilisé, c'est du vocabulaire qui, en fait, protège tout le monde. Accusé, c'est, on dit, il accuse pour l'instant. Il dit pas qu'ils sont coupables, hein, il accuse. Donc, on est innocent tant qu'on n'est pas prouvé coupable. Prétendu, prétendre, affirmer. Voilà. Pléonasme. Alors, ouais, c'est ça. Un pléonasme, répétition dans un énoncé des mots ayant le même sens. Non, donc c'est pas un pléonasme prouvant prétendument, ça c'est complètement différent, les deux mots. Mais si on dit descendre en bas, ça c'est un pléonasme. Hein. Ouais, voilà, ici c'est plutôt une répétition inutile, exactement. Hein, mais on voit quand même que le vocabulaire, ce qu'on veut vous montrer là aussi, c'est que les mots que vous utilisez sont importants.
comment vous écrivez est important. Hein. Donc, il faut savoir écrire quoi, quand on poste des choses. Et surtout là, quand on est un digital inquirer, il faut savoir écrire. Donc, ensuite, il se passe que dans l'étude de ce cas, une vidéo apparaît, une vidéo où on voit Jamie qui déverse des produits polluants dans la rivière. Donc, en fait, là, on n'a pas les infos actuelles là, de comment c'est apparu cette vidéo, mais on se dit, bon, il y a quelque chose qui est apparu, cette vidéo, on voit Jamie. Donc, on ne sait pas la source, rien du tout pour le moment. Mais on voit bien Jamie. Donc, maintenant, l'hypothèse, Anna, si on a une démarche scientifique, donc Anna, elle dit que en fait, LionCorp, c'est une grande corporation, elle utilise cette vidéo pour accuser Jamie et couvrir les déversements illégaux. Donc là, on apprend par ça qu'en fait, c'est LionCorp qui a publié cette vidéo. En fait, où ils ont trouvé cette vidéo, c'est qu'ils ont des vidéos un peu partout autour de leur entreprise. Et en fait, il s'avère qu'une de ces vidéos a montré ça. Hein. Donc là aussi, on se dit aussi que, bon, ça nous donne aussi que dans la vie aussi, là actuellement, petite parenthèse, c'est qu'il y a des vidéos partout hein, qui peuvent être utilisées contre vous à des fins de preuve ou à des fins de pas preuve. Hein. Donc là, c'est vraiment LionCorp. Ils ont mis cette vidéo en plus ils ont posté ça. Donc Anna décide d'enquêter, mais avant de commencer son enquête numérique, elle n'oublie pas de faire la liste de ses DOF. Donc voilà. Mais Anna, elle est quand même assez. Elle fait attention parce qu'elle se dit son hypothèse à elle que c'est juste que LionCorp qui utilise cette vidéo pour couvrir pour discréditer en fait montrer qu'en fait elle a rien à voir là-dedans. Bah, non, ça suffit pas justement. C'est pour ça qu'on fait toute cette enquête. Hein, donc, vous voyez bien que dans ces enquêtes-là, c'est un peu comme si vous étiez dans un film, CSI, je sais pas le nom en français quoi. Les experts, ouais, les experts. En français, c'est les experts. Donc, DOF, je vous rappelle que ça veut dire les défis, les opportunités, les faiblesses et les forces. Donc, on voit que cette vidéo, on peut regarder quelles sont les opportunités de cette vidéo, les défis, les faiblesses et les forces. Donc, même la première chose, on se demande quand même, donc là, on voit une vidéo, si vous voyez bien la vidéo, on voit Jamie qui est une personne et il déverse une bouteille. Donc là aussi, même si on a fait un petit peu de chimie et tout ça, on va se dire, bon, il faut regarder l'impact d'une bouteille, de quelque chose, voilà. Hein, donc, il y a beaucoup de questions qu'on doit se poser. Mais les défis qu'elle a, si on regarde juste les défis, on pourrait faire nous-mêmes les défis, les faiblesses et tout ça. Elle ne connaît pas bien les activités de LionCorp et les parties prenantes. Et elle ne sait pas comment LionCorp réagirait si ses intérêts étaient critiqués. Donc, automatiquement, là aussi, elle se dit, bon, moi, je voudrais écrire, elle veut réagir. Mais réagir sur les réseaux, quand on est une personne privée, face à une grande entreprise, c'est ça le problème. Hein. Donc, elle se dit, est-ce que ça va engendrer des problèmes de sécurité. Hein. Donc, c'est ça le problème. Donc, elle se pose ces questions-là. C'est ça les défis premiers. Donc, si on fait l'analyse d'offres, Anna prend des précautions en se posant beaucoup de questions qui lui permettront d'anticiper les problèmes qui pourraient suivre. Donc, qui d'autre a accès à la rivière? Fournisseurs, travailleurs du transport, etc. Qui supervise les normes de travail là-bas? Donc là, elle se dit, il faut que je connaisse les parties prenantes. Donc, qui est-ce qui a accès à la rivière? Il y a bien sûr des personnes privées, il y a cette entreprise, on a vu qu'elle a des fournisseurs divers. Il faut faire tout de la liste. Mais en plus, il faut voir quelles sont les normes.
Hein, il y a sûrement des normes en matière de les entreprises. Vous savez, il y a les normes ISO, etc. Donc, il faudrait voir ça. Hein, donc là aussi, je dois m'intéresser un peu plus à la réglementation. En fait aussi, si c'est un pays, ça dépend du pays. Les réglementations sont vraiment différentes aussi d'un pays à l'autre. Donc, je ne sais pas, là, si c'est au Sénégal, on va regarder quelle est la réglementation du Sénégal pour les entreprises, pour tout ce qui est déchets, traitement des déchets, etc. Donc ensuite, on fait aussi des enquêtes sur qui est elle se demande qui est le propriétaire de l'entreprise. Et peut-être qu'on va regarder un peu son LinkedIn. Hein, vous connaissez LinkedIn? Qui est-ce qui connaît LinkedIn? Je vais l'écrire, LinkedIn. Alors, qu'est-ce qu'on fait sur… Pourquoi je dis qui est le propriétaire de l'entreprise? Bien sûr, je fais une Google search, mais je vais aussi sur LinkedIn. Mais LinkedIn, oui, bon, si vous êtes lycéen, vous ne connaissez pas forcément LinkedIn. Je dirais, il faut au moins être à l'université. LinkedIn, c'est où professionnellement, je mets mon CV. En fait, c'est comme un CV, mais c'est pas vraiment un CV. Mais j'écris qui je suis, quelle école j'ai été, où j'ai déjà travaillé, etc. Et je peux poster des articles professionnels, mais c'est vraiment professionnel. Et sur LinkedIn, oui, on va pas là-bas pour poster des photos de ses amis, de son anniversaire et tout ça. Hein, c'est vraiment, je dis qui je suis un expert dans certains domaines. Et en fait, on peut dire aussi, je suis à la recherche d'emploi. Et puis, on peut avoir des offres d'emploi, on peut chercher des emplois, etc. Il y a une version payante, une version gratuite. Mais si on va sur LinkedIn, on peut savoir regarder le propriétaire et où il a déjà travaillé, où elle a déjà travaillé. En fait, aussi, on peut rentrer en contact avec des personnes. Donc, moi, par exemple, si je veux savoir même, oui, qui c'est le propriétaire et je veux même lui envoyer un message, je pourrais essayer de le faire. Maintenant, en général, les CEO, c'est difficile qu'ils deviennent nos amis sur LinkedIn. Hein. Mais sur LinkedIn, on parle de réseau parce que ils se protègent et en général, c'est pas eux qui vont poster sur LinkedIn. Ça va être plus, ils ont une personne qui gère leur LinkedIn pour eux, hein, puisque ce sont des personnes publiques, etc., les CEO d'entreprise. Ensuite, elle se dit maintenant de se poser d'autres questions sur l'entreprise aussi. Hein, quelle est l'histoire de cette entreprise? Quand est-ce qu'elle a été créée? Qui travaille là-bas? Oui, depuis quand elle est à côté de la rivière, etc. Beaucoup de questions qu'on peut se poser là-dessus. Et puis après, on regarde un peu plus les aspects qui profitent financièrement du succès de Lyon Corp. Peut-être qu'il y a la ville aussi qui profite du succès. Hein, quand on a une entreprise dans une ville, eh ben, l'entreprise, elle paye des taxes dans la ville. Donc, peut-être que cette question était connue depuis longtemps. Donc ça, c'est après tous les problèmes de corruption, etc. Et donc là aussi, on se dit comment le siège de Lyon Corp réagirait-il s'il était critiqué? Mais disons, s'il y a une affaire de corruption derrière, vous voyez bien qu'après, c'est des problèmes qui sont encore plus graves et on peut avoir des problèmes nous-mêmes. Donc, on se dit, voilà, quelles vont être les réactions? Ça peut être des réactions du corps, des réactions de la ville, des réactions de l'État, etc. Et puis, on garde donc cette entreprise qui est située près de la rivière. Pourquoi elle est située là? Donc, tout l'historique, en fait, de ça. Et on peut trouver, en général, aussi une entreprise qui est établie. On peut avoir beaucoup d'informations sur l'entreprise. Il y a des sites où on peut trouver les chiffres d'affaires des entreprises. Si l'entreprise peut-être est déjà au tribunal dans d'autres villes, si elle a des sièges dans d'autres villes sur le même problème, ou peut-être que justement l'entreprise aurait bien écrit sur son site. En fait, il y a des entreprises qui sont très proches de l'environnement qui auront écrit des choses sur comment elles gèrent les déchets. Il semble que c'est pas le cas de Lyon Corp puisque ces informations sont en train de sortir. Oui.
Donc, beaucoup de questions. Les questions sont super importantes. Hein, ça, c'est justement l'esprit critique, hein, de savoir de savoir comment écrire ces questions. Donc, avant de poursuivre vos recherches, pensez aux contacts personnels et personnes qui peuvent vouloir vous suivre ou même réduire au silence et vous arrêter. Donc, c'est là aussi qu'on veut dire la sécurité. La sécurité digitale ne s'arrête pas au digital. La sécurité, elle va jusqu'à vous-même. N'oubliez pas aussi que vous, quand vous allez poster une réaction, LionCorp peut faire la même chose sur vous. Donc, LionCorp va aussi faire une recherche sur vous. Et imaginez que justement, vous avez des photos sur Facebook où vous étiez dans une fête, etc. Ils vont dire, OK, voilà, c'est une personne qui fait beaucoup de fêtes, etc. Ils vont jouer sur tout ça. Hein, ou cette personne a écrit des articles dans le passé ou poste des choses vraiment, vous avez posté des choses qui sont pas géniales dans le passé, etc. En fait, moi, je peux vous dire que mon expérience, c'est que j'ai fait un cours à des étudiants. Justement, c'était bon sur les dangers d'Internet. Et en fait, il y avait un étudiant qui a décidé d'écrire un article sur Internet et la prostitution, quoi. Et cet étudiant et tous les articles qui avaient été faits dans ma classe étaient publiés en fait sur Internet. On avait un site web, tout le monde avait publié son article, etc. Et en fait, l'étudiant avait plusieurs années plus tard, quand il cherchait un emploi, en fait, il avait fait une recherche sur son nom et puis il avait vu qu'il y avait encore cet article qui était publié. Et vu qu'il avait mis des choses qui étaient, il travaillait dans une entreprise très conservatrice. Hein, il cherchait un emploi dans une entreprise très conservatrice, donc en fait son article n'était pas, il valait mieux que personne ne voit son article, mais donc toutefois il m'a demandé d'enlever l'article d'internet, ce que j'ai fait. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, ce que vous avez peut-être vu hier, c'est que en fait, une fois que c'est sur le net, c'est sur le net. En fait, il y a toujours une trace de ça, on peut le retrouver. Donc, il faut toujours aussi vraiment. Donc, si on veut trouver une info sur vous que vous avez publiée un jour, on va la trouver. Donc, il y a un site qui s'appelle archive.org. Je crois que c'est archive.org. Voilà, les archives d'Internet. Et donc, là, il y a tous les sites qui existent. Donc, je vais faire, par exemple, à l'époque, on avait mJungle comme ça. Oh non, c'est ici qu'on met l'URL. Alors, attendez, on va revenir en arrière, là. Et puis là, je vais mettre l'URL. Voilà. Donc, ce qu'ils ont, vous voyez qu'ils ont, ils ont le site avec même des informations depuis 2015-2016. Donc, si je veux voir à quoi ressemblait le site il y a beaucoup d'années, là, vous voyez, en fait, il y a, là, c'est quoi? Voilà. Ça, c'est en 2012, mais je peux aller voir en 2016. Alors, en 2016, je peux regarder le 15 juin. Et où est-ce qu'ils mettent cette snapshot? Donc là, ils l'ont pas. Est-ce qu'il est en train de chercher encore? Parce que moi, je suis très impatiente toujours, donc quand c'est lent. Vous pouvez éteindre vos micros, s'il vous plaît? Donc, on attend un peu là, mais on voit qu'on va voir le site en 2016. Voilà. Ça, c'était 2016. Et si je regarde mon site aujourd'hui,
Donc ça, c'est mon site aujourd'hui. Vous voyez, le site est différent. Mais je peux voir à quoi ressemblait mon site. Donc, une fois que c'est sur Internet, archive.org, là, ils ont tout. Hein, donc là, c'est mon site actuel en anglais, là. Et là, c'est mon site en 2016. Voilà. D'accord? Donc, il y a tout. Donc, si on regarde un petit peu archive.org, qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est une librairie pour un non-profit où il y a des millions de free books, movie software, musique, website et more. Donc là, on voit ça, qu'est-ce que c'est en quoi? 727 milliards de sites qui sont dedans, 35 millions de livres, 8,4 millions de vidéos, etc., etc. Hein. Donc, je veux vous montrer que, en fait, une fois que c'est sur Internet, c'est sur Internet. Hein. Là, c'était l'histoire de notre site, mais ça pourrait très bien être autre chose. Donc là, je peux aller même avant pour voir tout l'historique. Et en 2015, c'était un site qui était c'était à peu près la même chose. C'était le même format, quoi. Mais bon, il y a sûrement des choses qui ont été changées entre-temps. Voilà. Hein, donc, ça, c'est pour vous dire. Donc, si vous commencez à parler de Lyon Corps peut vouloir parler de vous. Donc, c'est pour ça on veut vous dire, avant de poursuivre vos recherches, pensez aux contacts personnels et personnes qui peuvent vouloir vous suivre ou même vous réduire au silence ou vous arrêter. Hein, donc, pensez à ça. Hein, donc là, on parle dans des cas, je veux dire, mais poster une recette de cuisine, je veux dire, voilà, on a un esprit critique aussi, mais on va... c'est pas la même chose que de poster quelque chose qui a un rapport avec une entreprise et surtout quelque chose de négatif, quoi. Bon, même si c'est positif aussi, hein, il faut regarder. Parce qu'une chose positive, il y a peut-être d'autres choses négatives aussi. Hein. Donc, certaines personnes peuvent être à risque sans savoir qui est impliqué dans la pollution. Elle décide de ne pas informer son réseau personnel qu'elle enquête sur la pollution de la rivière afin d'éviter que toute information ne parvienne à la mauvaise personne. Donc, elle ne va pas en parler à son père, qui est pêcheur aussi. Donc, elle attend. En faisant cela, elle protège aussi son père si les choses devenaient compliquées. Donc, gardez les recherches potentiellement risquées à l'écart de vos amis et de votre famille pour assurer leur sécurité. Tout ça aussi, encore une fois, ça peut sembler complètement obvious, évident, mais ça ne l'est pas. Comme on l'a vu, rien n'est vraiment évident dans tout ça. Il y a des gens qui peuvent vouloir vous suivre. Alors, les entreprises comme Google et Facebook, ainsi que les groupes d'intérêt, par exemple, les campagnes électorales collectent des informations relatives au comportement en ligne de chacun. Donc, ils vont vous suivre. Anna veut éviter de recevoir des publicités ou des recommandations ciblées, en particulier celles qui sont liées à ses comptes personnels et à son nom réel. Hein, donc oui, son nom réel, elle veut le cacher pour l'instant. Donc, pour faire ça, qu'est-ce qu'il faut faire? On a déjà vu une pratique qu'on devait utiliser. Et il vaut mieux utiliser un compte secondaire pour vos recherches. Hein, donc, vous créez un autre compte, un compte un peu plus… même sur les réseaux sociaux, vous pouvez avoir un second compte et vous utilisez vos recherches en mode incognito navigation privée. Comme ça, on évite les cookies et autres choses. Et on peut même faire ces recherches avec quoi? Quels sont les navigateurs qu'on a vus? Qui sont beaucoup plus privés. Les navigateurs, DuckDuckGo, on a vu, et on a vu un autre navigateur dont le nom m'échappe actuellement là. Hein, donc là aussi, c'est ça que vous devez faire. Tor browser, ouais, exactement. Merci beaucoup, Yaya. Donc voilà.
Aussi, les gens peuvent vouloir vous faire taire ou vous arrêter. Lié encore pour quelqu'un d'autre, profite de la dissimulation de la pollution de la rivière. Pour protéger leurs revenus, leur popularité, leur statut, leur pouvoir, ils peuvent faire tout leur possible pour arrêter Anna s'ils devaient découvrir son enquête. Prévoyez davantage de mesures de confidentialité et de sécurité dans votre processus pour tenter d'atténuer les risques. Hein, donc, ça, c'est important. Donc, je veux dire, oui, on le répète, hein, mais c'est ça. Donc, vous allez évaluer votre plan de sécurité. Donc, comme là, le cas est un cas assez, comment on dit, c'est un cas, c'est pas un cas évident là. On a une entreprise qui est impliquée, etc. Donc, c'est pour ça que maintenant, le plan de sécurité devient important. Donc, il faut que vous regardiez les risques. Il y a des risques faibles, des risques moyens, des risques élevés et des risques inacceptables. Donc, quand le risque est faible, il est improbable qu'il se passe quelque chose de négatif ou quelque chose d'improbable ne s'est jamais produit. Donc, un risque faible, là, on peut le faire. Risque moyen, il y a des signes que quelque chose de négatif pourrait se produire. Là, on voit qu'il peut y avoir des risques négatifs, des choses négatives qui peuvent se produire. Donc, on est déjà au moins en risque moyen. Les risques peuvent être aussi élevés. Il y a une forte possibilité que quelque chose de négatif se produise. Et en fait, quand on a des risques inacceptables, des risques qu'on ne peut pas prendre, on décide que, en fait, ces risques, on ne peut pas les prendre. Alors là, on doit abandonner le projet. Hein, vous voyez, si vraiment il y a des risques inacceptables, on arrête le projet. Mais on doit toujours être conscient des risques pour savoir est-ce qu'on doit y aller ou pas. Donc, on fait d'abord la liste de ces risques. Hein, on ne va pas les yeux bandés, les yeux fermés. Donc, Anna, elle est toujours incertaine. Elle n'a pas assez d'informations lui permettant de décider au niveau du risque. Donc, elle va regarder quels sont les risques. Oui, c'est un cas délicat. Voilà, Alain, merci de me redire le mot en français. Ouais. Hein, donc là, elle va explorer les risques pour elle et pour ses proches. Hein. Donc, elle regarde alors quels sont les risques faibles. Les communautés de pêcheurs ne seront probablement pas atteintes financièrement ou physiquement par Lioncorp, puisque cela n'a jamais été le cas auparavant. Donc, elle se dit, parce qu'elle a un lien étroit avec les pêcheurs, donc elle se dit, bon, là, il ne va pas y avoir de problème financier pour eux. Donc, déjà, ça, c'est une bonne chose. Parce que s'il y a des problèmes financiers, là, ça serait plus un risque faible. Maintenant, il y a des signes d'alerte qu'elle identifie. Elle ne se sent pas en sécurité quand elle enquête seule sur une grande entreprise et ne sait pas qui elle peut faire confiance. Hein. Donc là, oui, elle se dit, bon, je suis une personne toute seule, donc peut-être elle se dit, je dois travailler en équipe. Mais aussi, si on travaille en équipe, il faut bien être avec des gens auxquels on a confiance. Et même en plus aussi, hein, dès le moment où on commence à parler à des gens, hein, là, c'est là qu'il peut y avoir des problèmes. Donc, elle se dit même peut-être les associations de pêcheurs et tout ça. Bon, elle se dit, bon, comment est-ce que je vais faire pour les contacter, pour pas tout de suite qu'il y ait une alerte de Lioncorp, etc. Parce que quelqu'un peut aller parler à Lioncorp, etc., etc. Donc, aussi, un autre signe d'alerte, elle a peur d'être victime d'attaques ou de harcèlement en ligne en raison de son identité. Donc, s'ils voient que cette personne privée est en train de faire ça, ils peuvent se dire, bon, ben voilà, ils vont faire, comme je l'ai dit, une étude sur elle, ils vont vouloir la discréditer, ils vont peut-être trouver des infos sur elle, peut-être pas. Et s'ils n'en trouvent pas, ils vont commencer à la harceler en ligne, à lui envoyer des messages, de menaces, etc., etc. Donc, elle a peur de ça aussi. Parce que oui, c'est vrai que facilement, on peut avoir du harcèlement en ligne. Et alerte rouge, dans son cas, donc des risques plus élevés, elle ne veut pas qu'une de ses sources soit blessée physiquement. Bon, qu'elle-même soit blessée physiquement, mais elle ne veut pas aussi que d'autres personnes soient blessées.
Et elle ne veut pas prendre le risque que son père perde son emploi si son père il travaille pas indépendamment comme pêcheur, etc. Mais de toute façon, après, c'est toute une, il y a tout un réseau derrière, etc. Donc lui, elle a peur, elle a aussi peur pour lui. Voilà. Donc là, elle a évalué les risques. Hein, donc ça, c'est aussi comme cela que vous devez faire dans votre cas. Donc, on regarde, il y a quelles sont les ressources auxquelles on a accès, quels sont les risques, et après, en fonction de tout ça, on fait son plan d'action pour collecter toutes les données et après les publier. Les publier personnellement ou les publier autrement. Mais vous voyez que même l'enquête pose un problème. Même si, en fait, je décide de le faire et je suis pas quelqu'un je suis pas un journaliste. J'ai même pas encore décidé qu'est-ce que je vais poster et est-ce que je vais poster quelque chose. Mais même l'enquête est dangereuse. C'est pour ça qu'on doit regarder ces risques même quand on enquête. Donc, quand j'enquête, j'envoie des emails, je peux envoyer des SMS. Et tout ça, eh ben, ça peut poser des problèmes. Donc, c'est ça. Donc, si on regarde les ressources, donc Anna a-t-elle le temps, l'énergie, les compétences, les contacts et les ressources nécessaires pour ce travail? Hein, on a besoin de ressources. Et comme on l'a dit, on n'est pas des professionnels de l'environnement. On n'est pas des professionnels des lois des entreprises. Donc, on doit se poser vraiment les bonnes questions sur tout ça et évaluer les risques. Ensuite, du point de vue des risques, donc de quelle manière les activités en ligne de Anna pourraient-elles être utilisées contre elle ou ses contacts? Quels sont les résultats négatifs possibles? Donc ça, on l'a vu, on a évalué les risques. Quelles actions Anna peut-elle inclure dans son plan pour réduire, éviter et prévenir les risques? Donc ça, on fait le plan d'action, mais maintenant, il faut aussi, en plus, qu'ils tiennent en compte des risques. Donc, si on voit ça et on veut s'impliquer, il faut le faire avec réflexion. Vous, est-ce que vous entriez, est-ce que si vous étiez Anna, vous êtes une personne privée et vous voyez ce problème, est-ce que vous allez poster des choses sur ça, sur les réseaux? Maintenant, est-ce que vous allez même partager cette information sur les réseaux? Qu'est-ce que vous pensez? Oui, non? Non, non, ouais. C'est un cas trop compliqué, ouais. Voilà, voilà. As to, oui. Voilà. Donc déjà, bon, mais il faut quand même, vous êtes conscient. Et beaucoup de personnes vous savez que beaucoup de personnes en fait ont besoin de cette éducation, de voir, parce qu'elles vont reposter, repartager des choses sans vraiment y penser, quoi. Donc, avant de commencer son enquête, reconsidérez la portée et l'orientation du projet, obtenez de l'aide, soyez discret, maintenez de solides pratiques de sécurité numérique où on va sauver ses infos, utiliser un autre navigateur, être en mode privé et pour en fait renforcer tous les paramètres de confidentialité que vous avez. Oui, voilà. On fait son enquête discrètement. Des fois, on veut aussi, des fois, c'est pas forcément pour repartager, reposter, etc. On voit une information et réellement, on veut être un enquêteur digital parce qu'on a envie de le faire. On a envie de savoir est-ce que c'est vrai ou pas. Moi, j'ai souvent vu des photos postées ou des commentaires, des choses postées et je me suis demandé est-ce que c'est vrai ou pas. J'ai commencé à faire mon enquête. Après, j'ai jamais posté plus sur ça. Mais c'était parce que même moi, personnellement, j'avais besoin de savoir. Donc,
il faut avoir une réflexion hein, quand on voit ça. Elle pourrait reconsidérer la portée et l'orientation du projet pour qu'il corresponde mieux à son confort et à ses compétences. Elle peut décider d'écrire un article sur, même qui est plus général, sur la pollution dans son pays ou quelque chose de plus général. Hein. Ça peut être un projet d'école aussi, voilà. Reconsidérer la portée et l'orientation du projet. Hein, donc, c'est plus pour faire une enquête sur ça, mais on a besoin de faire une application mobile pour un concours et on se dit, OK, ah ben, je vais prendre ça comme point de départ. Mais après, ça ne va pas être le point d'arrivée, ça ne va pas être Lyon Corp. Voilà. Donc, une réflexion. Ensuite, on essaye d'obtenir de l'aide. Organiser une équipe de Digital Inquirers pour la soutenir. Donc là, on va en parler. Ça, c'est notre prochaine étape. C'est travailler en équipe. Ça vous servira aussi pour le projet. Bon, mais quand on verra tout, un peu comment trouver des collaborateurs, comment être à l'aise avec eux, avoir la confiance, etc. Hein, mais travailler en équipe, c'est toujours important. Quand vous allez travailler dans le futur, vous ne travaillez jamais seul. Vous êtes toujours en équipe. Surtout, en fait, si vous faites en plus, si vous faites de l'informatique, il n'y a jamais de travail seul. C'est des équipes. Mais après, vous êtes responsable de faire votre partie du boulot. Voilà, c'est tout. Donc, on a parlé aussi de discrétion. Hein, donc, il faut être discret. Elle pourrait choisir de ne pas parler de ce projet qu'avec des personnes de son choix et des personnes de confiance. Voilà. Donc là, ouais, discrétion. Alors oui, parler aux agents de l'environnement, mais de manière discrète. Oui, c'est possible. Après, on sait, hein, les gens parlent beaucoup. Une fois que votre secret est donné à une personne, le secret est out there, hein, comme on dit. Donc la discrétion, oui, mais je sais pas, des fois on peut faire signer des clauses de non-disclosure agreement. C'est-à-dire, avant de parler dans cet entretien, vous allez signer que vous n'allez pas parler de ce qui s'est passé. Ça arrive aussi régulièrement. Hein, donc, vous devez être discret. Sécurité avant tout. Son équipe Digital Inquirer pourrait établir et maintenir de solides pratiques de sécurité numérique pour chaque personne. Donc, une des choses aussi qu'on peut faire, c'est pour se parler, on ne va pas se parler par un réseau qui est non sécurisé. Hein, on va s'échanger des informations sur un réseau sécurisé. Donc, par exemple, on ne va pas utiliser WhatsApp. On ne va pas utiliser même Gmail et tout ça. Parce qu'en fait, vous savez que légalement, Google, Facebook et tout ça, ils donnent, si par exemple on a besoin de faire une enquête sur vous, ils sont obligés de donner vos messages, même vos messages privés qui ont été envoyés par chat. Ça, c'est comme ça que ça se passe. Donc, si vous ne faites pas, par exemple, de l'encryption de vous ne mettez pas vos données cryptées, eh ben, ils doivent le donner. Orange aussi, hein, tous vos SMS, Orange a tout ça quelque part. Tous les phone calls que vous avez fait. Après, je ne sais pas comment ils font pour les enregistrements. Je ne sais pas si c'est enregistré ou pas. S'ils font du text to speech, speech to text ou pas, je ne sais pas. Mais tous les appels que vous faites, ils sont enregistrés. La première chose, quand il y a actuellement dans tous les pays du monde, même au Sénégal, quand il y a un meurtre, quand il y a des vols, etc., la première chose, ils regardent les données du téléphone portable. Qui sont les personnes appelées, qui sont les personnes qui ont appelé, etc. Donc, tout ça, si on veut ne pas donner ce genre d'informations, on utilise des logiciels qui sont cryptés. Hein, et il y en a, mais ils ne font pas partie de la routine des personnes lambda. Hein, les personnes lambda, elles vont utiliser WhatsApp, elles vont utiliser Gmail, parce qu'elles n'ont rien à cacher ou elles pensent pas à ce qu'elles doivent cacher.
Mais sinon, il y a d'autres solutions. Il y a comme ce qu'on appelle Signal. Il y a d'autres choses pour la communication. Hein. Mais sachez que WhatsApp, et puis on peut très facilement avoir accès à vos messages. Je ne parle pas seulement des hackers, hein, je parle de Facebook, a accès à ça. C'est comme ça qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent avec votre profil et comme ça qu'ils peuvent vous cibler. Bon, si on veut renforcer la confidentialité, déjà, on a vu les mots de passe sont importants. Garder des numéros d'urgence où elle en aurait besoin. Au lieu de mettre ses données dans Google Drive, hein, comme moi là je le fais, je mets tous mes données dans du Google Drive parce que là je suis en train de faire un cours avec vous. C'est pas des données qui sont qui posent des problèmes. Ce qui pose des problèmes, plus c'est les données où justement vous mettez vos noms, prénoms, adresses et tout ça. Donc, nous, par exemple, on vous a écrit, même quand vous avez fait votre questionnaire, on a écrit, on ne vend pas ces données. Nous, c'est des données pour nous, quoi. Là, on ne va pas les vendre à une autre organisation, etc. On ne donne jamais les emails. Si, par exemple, c'est pour participer même à un concours d'une autre organisation, on va pas on va pas donner aucun contact. Hein. Donc, renforcer la confidentialité. C'est aussi en mettant des petits messages, en disant justement, qu'est-ce que nous, on va faire avec les données privées. Donc, on a vu qu'en général, on ne va pas faire ce travail tout seul d'enquêteur. En fait, surtout aussi parce que différentes personnes ont différentes forces et faiblesses. Et donc, souvent, on veut pouvoir justement se compléter. Donc, l'union fait la force. Anna prend note de toutes ses actions et les met de côté pour commencer à planifier la création de son équipe Digital Inquirer. Hein, pourquoi? Car ensemble, ils peuvent travailler sur le plan de sécurité et mettre en œuvre sa liste d'actions pour s'assurer que non seulement elle va se sentir en sécurité, à l'aise et soutenue, mais que toute l'équipe se sent bien aussi. Donc, quand on travaille en équipe aussi la dynamique, elle change complètement. Hein, et maintenant, c'est plus la sécurité d'une personne aussi, c'est la sécurité de tout le monde. Donc aussi, il faut plus de conscience aussi hein, sur ça. Donc, il faut que l'équipe ait des règles ensemble et c'est ça qu'on va regarder. Alors, une équipe digitale. Donc, je vais faire une petite pause là pour vous demander un peu est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent? Non? OK. Donc, on va continuer avec l'équipe. Donc, l'équipe que vous créez, team en anglais, hein, l'équipe, il faut regarder de quoi l'équipe a besoin pour bien travailler ensemble. Travailler en équipe, c'est pas facile. Hein, il faut des règles. Il faut que tout le monde aussi veuille travailler en équipe. Il faut aussi que tout le monde veuille travailler. Point, déjà. Donc, on a besoin de quoi on a besoin? On a besoin de règles. On a besoin que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Hein, on a besoin de personnes qui veulent vraiment travailler. Hein, parce qu'on sait tous les problèmes que travailler en équipe peuvent donner. Il y a beaucoup de frustration. Tout le monde a une expérience de travail en équipe qui n'a pas été bonne. En général, on a plus de mauvaises que de bonnes d'ailleurs. Comment aussi le travail en équipe change-t-il lorsque vous le faites en ligne? Hein, on voit bien, en ligne, ça a des avantages, ça a des inconvénients. Et il faut garder, préférez-vous travailler au sein de petites ou de grandes équipes, ou cela dépend-il de la situation. Hein, comment sont aussi les personnes, qu'est-ce qu'elles pensent du travail en équipe? Hein, donc voilà. Donc, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on fasse un travail de groupe là. Justement, donc je vais vous mettre en équipe, qui ne sont pas vos équipes pour l'instant, mais on va faire le breakout. Ah, mais oui, attendez, si je peux le faire, le breakout. Il semble que je ne suis pas… Ah non, c'est bon. C'est bon. Mais je suis co-host, mais pas host, hein, je pense.
Alors, ce que je voudrais que vous fassiez, c'est que vous allez dans votre équipe. On va utiliser un outil qui s'appelle board.net. Alors, c'est travail équipe. Je vais mettre Coding for You. Donc, vous allez utiliser ceci. Donc là, je pense qu'il est en train de loader. Voilà. C'est un outil collaboratif où, en fait, vous allez pouvoir écrire. Donc, vous allez… non, ça ne va pas faire ça. Vous n'allez pas être par équipe. Hein. Je vais vous donner… Vous allez être chacun dans une room, dans une salle. Hein, vous pouvez parler de salle si vous voulez. Je vais vous mettre dans des salles. Et la question à laquelle vous allez répondre, vous allez faire un tableau où on va dire, OK, donc là, je peux insérer, mais ça, c'est juste pour vous dire qu'est-ce que vous allez faire. Et là, vous allez mettre, pour le travail en équipe, je vais vous donner deux choses à faire. Les points positifs et les points négatifs du travail en équipe. Et ça, c'est la première chose que vous allez faire dans votre équipe. Et après, on reviendra. Vous direz ce que vous avez trouvé et après, on refera une deuxième. Donc là, ce que je fais, encore une fois, outil collaboratif, mais là, vous voyez, il n'y a pas besoin de login, etc. Vous ne mettez pas de nom, on n'a pas besoin de nom, etc. Donc, allez dans ce document. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre dans des salles. Donc, je vais créer des salles. Encore une fois, vous n'allez pas être dans votre équipe. Donc là, aujourd'hui, combien vous êtes? Vous êtes 46. Donc, je vais faire 10 équipes, je vais faire 10 salles. Je vais faire 10 salles et je vais vous mettre, vous allez, et ça va être fait automatiquement. Vous allez être automatiquement dans une salle. Donc, normalement, je sais que certains sont dans des téléphones, etc. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez partir de… Là, vous êtes dans la session, on est tous ensemble. OK? Mais sur Zoom, ce qu'on peut faire, c'est que vous pouvez travailler dans votre petit groupe. Vous restez ici et moi, je vais vous mettre dans des petits groupes. Mais ce qui va se passer, c'est que vous avez un message qui va apparaître et on va vous dire, vous allez venir dans une salle. Vous devez cliquer dessus. Donc, vous allez aller dans votre salle. Moi, ici, je vais pouvoir vous dire, après, je peux vous envoyer des messages dans vos salles. Je peux aussi, en fait, vous dire, il vous reste 1 minute et après, je peux fermer votre salle et vous serez obligé de revenir ici. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Oui. Oui. Ici, on est dans la salle principale, mais vous avez des salles, des autres petites salles où vous pouvez travailler en groupe. Ça, c'est Zoom. Et vous allez avoir une notification qui va apparaître, surtout. Et c'est là que vous allez aller travailler. Donc, vous allez aller travailler dans votre équipe. C'est ce qu'on appelle les breakout rooms. Et dans votre équipe, vous allez, chacun là, vous allez avoir votre numéro de salle. Vous allez rencontrer des personnes. Donc, vous allez passer, vous prenez 1 minute pour vous présenter. Un nom, prénom, et puis où vous êtes. Nom, prénom, ville. Et un fun fact, comme on dit, quelque chose d'intéressant sur vous. Et ensuite, vous faites le travail en équipe qui est là pendant 5 minutes. Pendant 5 minutes, vous faites ça. OK? Donc, les points positifs. Et vous dites quels sont… Donc là, c'est en fait quels sont les points positifs et négatifs du travail en équipe. Donc,
Vous pouvez même l'écrire juste comme ça, hein. Ça, moi, j'ai fait un tableau. Mais si vous voulez, vous pouvez juste faire plus et moins, hein, et écrire la liste, hein. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Mais ce qui va se passer, c'est que maintenant, là, vous allez avoir un message et vous allez aller dans votre groupe, hein. Dans votre groupe, vous allez être seul. Vous avez pu me voir. Vous avez pu voir Gisèle et Babacar. Vous allez voir juste, vous allez être entre élèves. Et ce qu'on va faire, Gisèle et moi, on va passer. Donc, Gisèle, elle va passer dans les groupes 1 à 5. Moi, je vais passer dans les groupes 6 à 10. Mais je vais juste dire bonjour et je vais repartir, hein. Gisèle aussi. Et vous, vous travaillez. Si vous avez des problèmes dans votre salle, vous nous le dites. OK? Donc là, je clique pour créer les breakout rooms. Là, j'ouvre les salles et normalement, là, vous pouvez voir, vous avez eu un message qui vous dit je veux aller vous êtes dans une salle. Donc là, joignez votre salle. Donc ça, on va l'utiliser beaucoup, hein, parce que vous allez l'utiliser toujours quand vous faites le projet. Donc là, je vois déjà certaines personnes qui ont rejoint leur salle, ils sont plus là avec nous là. Les gens qui viennent de nous rejoindre, je vous ai mis dans des salles. Si certains ont des problèmes, merci de le dire. Donc, Gisèle, si tu veux, tu fais la groupe 1 à 5 et moi, je fais 6 à 10. D'accord. Donc, vous avez tous maintenant expérimenté avec comment ça se passe quand on est en train de faire dans une breakout rooms, hein. Donc, j'aimerais bien que vous me parliez un peu de ce qui s'est passé dans la breakout rooms. Donc, qu'est-ce que vous avez fait comme travail? Donc, on va regarder board.net. Je vais repartager board.net. Voilà. Et si je regarde dans board.net ici, je vais pouvoir voir ce que vous avez fait. J'ai beaucoup de fenêtres ouvertes là et certaines sont en train de vraiment m'embêter là. Je ne peux pas les bouger. Voilà, bon, c'est pas grave. Donc, on regarde par exemple dans la salle 1. Vous n'avez pas besoin de mettre votre nom, hein. Donc, on voit que la salle 1, ils ont mis les avantages et les inconvénients. Avantage de travailler en équipe, gain de temps, diversité des idées, gagner de l'expérience, travail plus solide, réforme des idées, obtention de nouveaux contacts. Les inconvénients, problème de leadership, problème de tolérance, manque d'esprit d'équipe, difficulté pour certains de travailler en équipe, problème de confiance, autoritarisme, oui, c'est vrai, affectation des relations personnelles. Ouais, donc ça, vraiment, c'est vraiment très bon travail, hein. Équipe Room 1, là, vraiment, c'est Alain, Amatoula, Dieng et Ken. Vraiment très bien là. Vous avez vraiment des bonnes idées, hein, sur le travail en équipe et en plus, vous avez bien travaillé ici. Je vois qu'il y a 2 personnes qui ont posté, puisqu'on voit qu'il y a du rouge et du jaune, ça veut dire qu'il y a 2 personnes qui ont posté sur 4. Hein, donc là aussi, je peux voir votre travail de groupe. Ensuite, la salle 2, bon, c'est peut-être après, je ne sais pas. Il y a la salle 3. Alors, la salle 3, on voit point positif, permis de réunir les compétences et connaissances de chacun,
permet à chaque membre de l'équipe de travailler sur une tâche bien définie. Je vais juste corriger, vous voyez, juste même moi, si j'ai envie de corriger, je peux corriger là, les travaux de cette équipe rapidement. Là, on travaille c'est ça le travail collaboratif, hein. C'est de pouvoir travailler comme ça. C'est pouvoir de corriger directement. Rapidité dans le travail, complémentarité, gagner du temps, union, permet de regrouper le maximum d'idées sur un thème. Très bien. Les points négatifs, incompatibilité, incompréhension, différence de vision d'ensemble, différence au niveau de l'engagement et de la volonté, les excuses répétées pour ne pas faire son travail. Ouais. Ça, c'est très, très exact, oui. Les excuses, ouais. Et on voit aussi là qu'il y a plusieurs personnes qui ont travaillé. Vous voyez, il y a plusieurs couleurs. Donc, on voit que là, ça a été aussi bien fait collaborativement. Donc, salle 4, on n'a pas vu. Salle 5, là, on a les participants et on a un tableau avec les points positifs et les… Pardon. Là, il y a quelqu'un… Qu'est-ce qui s'est passé là? Bon, je ne sais pas. Et les points positifs et les points négatifs. Timidité, la pression, désaccord. Mais vous êtes vraiment fort, hein. Vous avez vraiment dit des bonnes choses. Hein, on va vous dire. Rapidité, créativité, lien établi, efficacité. Oui. Salle 6. Je regarde un peu les salles participants, avantages, ouais. Donc voilà, moi, si j'étais dans la salle 6, une autre personne peut remettre tout, comme on dit, faire la présentation. Donc la salle 7, on n'a pas. C'est peut-être après, je regarde tout le document. Salle 8. Salle 9. Salle 10. Ça nous permet de nous connaître, partager les tâches, confiance, et des choses négatives, divergence d'intérêt. Mais il n'y avait pas de salle 11. C'est salle 2 qui, en fait, c'est la salle 2 qui est remplacée par la salle 11. D'accord, je vois. OK. Donc, ça, c'est salle 2. OK, en fait. D'accord. Vous avez mis vraiment des bonnes choses là sur le travail en équipe. Alors, vous voyez, en fait, il y a plusieurs choses là. Il n'y a pas seulement les compétences, vous voyez, de Digital You, il y a les compétences numériques. Pouvoir faire ça, écrire dans ce document, pouvoir aller dans des salles Zoom, etc. Tout ça, c'est aussi important. Hein, et c'est ce que vous êtes en train de faire. Là, on est en train de vous préparer pour le projet parce que dans le projet, vous allez devoir être dans les salles Zoom comme ça pour travailler. Et après, vous devrez même faire pour créer votre propre Zoom pour pouvoir aussi travailler avec les autres ou vous faites du WhatsApp ou autre chose. Mais là, il faut avoir les bons outils pour travailler ensemble. Donc, j'aimerais que vous repartiez dans les salles. Et une autre chose sur laquelle je voudrais que vous discutiez pour 5 minutes, c'est les différences entre le travail en équipe en ligne et en face à face, c'est-à-dire en présentiel. Hein? Donc, vous reprenez ce lien. On ne va pas créer un autre lien. Vous avez déjà travaillé là-dessus. Donc, je remets le lien dans le chat. Je remets le lien et vous pouvez continuer à travailler là-dessus. Hein, vous pouvez aller vous allez retourner dans votre groupe. Et puis, vous allez continuer. Maintenant, dans la salle 1, vous allez continuer ici. Maintenant, vous allez écrire travail équipe, travail en ligne, travail en présentiel, etc., etc. OK? Donc, je vous remets dans vos équipes. Je refais les groupes. Alors, est-ce que vous allez pouvoir être dans les mêmes groupes ou pas? Oui. Vous allez être dans les mêmes groupes pour l'instant. Aussi, vous allez travailler dans vos groupes après. Ça va être vos groupes. Mais là, je veux aussi que vous rencontriez d'autres personnes de ce coup. Hein?
Et les étudiants, vous aidez les élèves aussi qui sont là. OK? Un peu de mentoring. Donc, on y va. J'ouvre de nouveau. Open all rooms. Voilà, je pense que toutes les salles sont ouvertes. Vous êtes de retour. Alors, j'espère que vous... OK, je pense que ça n'était pas complètement fini là. Donc, vous êtes de retour. Madame, Oui? mais nous, on n'a rien écrit sur le plateforme. On était en train de discuter avec moi. C'est quelle salle? On échangeait les idées. Ah, Genre, vous avez on envie... parlait oralement. On a... Mhm. Salle 9 Ouais. aussi, c'est pareil. On était en train de On parler. n'a pas encore fini. Vous n'avez pas eu assez de Voilà. temps ou vous n'arrivez pas à écrire? On n'a pas pu écrire. On était occupés à On parler. n'a pas eu assez de temps. D'accord, je vois. On n'a pas eu assez de temps. OK, OK. D'accord. Et pour la room 7 aussi. D'accord, OK, je comprends. Maintenant, c'est là, c'est pour que c'est bien de discuter aussi. C'est bien de discuter. Donc, de toute façon, on va refaire ce genre d'exercice, donc c'est pas grave si vous n'avez pas encore écrit quelque chose. Mais par contre, ce que j'aimerais quand même que vous essayiez de faire, c'est que vous essayez tous là de... je vous remets le lien, mais allez quand même créer votre... pendant que je parle là, allez juste essayer de mettre le numéro de votre salle et quelque chose, même si c'est que votre prénom, parce que juste, je veux être sûre que vous savez comment on écrit dans ces documents. OK? Ah oui, Daouda, je viens de voir ton message, je ne l'avais pas vu, donc désolée que tu n'étais pas dans sa salle. Alors, on va regarder un peu ce que vous avez dit. La différence entre les cadres de travail en ligne ou pas en ligne, c'est l'efficacité. On est plus efficace quand le travail se fait en présentiel qu'en ligne, car les membres sont interactifs et le phénomène de passagers clandestins pourrait être évité. J'aime bien vos expressions là, oui, passagers clandestins. L'autre différence, c'est que là, en ligne, le contact sera bafoué, en fait, et où c'est très important pour la compréhension. OK, bon, il y a des idées, oui. Le suivi du travail est beaucoup plus facile en face à face qu'en ligne. Je ne donne pas pour l'instant mon avis là. Après, je vais travail en ligne, flexibilité dans le temps et l'espace, permet d'éviter les déplacements inutiles et de gagner du temps, permet aux gens timides d'être plus à l'aise. Ouais. Temps en présentiel, débattre des idées en face à face, perte de temps, le temps de transport. Oui. OK, c'est bien. Équipe 6, vous êtes en train vous avez commencé. 8, 9, vous n'avez pas complètement fini, ouais, vous n'avez pas eu assez de temps en fait, d'accord. Mais bon, il faut dire que bon, avec la Covid, on a été obligé de revoir les façons dont on travaille. Et il semble quand même que travailler en ligne, ça peut être très efficace, très performant et tout ça. Beaucoup d'entreprises ne vont jamais revenir de toute façon au travail en face à face. Il y a des entreprises et elles ont vendu leur building et elles laissent leurs employés à la maison. Et même actuellement, même quand les entreprises... Souvent, moi, j'ai des étudiants dans leur travail, on leur demande est-ce que vous voulez être en face à face? Ça veut dire que vous venez 3 jours par semaine ou vous voulez être complètement en ligne. Et ils doivent décider. Et en général, s'ils sont complètement nouveaux, ils sont jeunes, ils ont 22 ans, 23 ans, ils décident, OK, je veux venir 2 jours par semaine, hein, parce qu'ils veulent aussi expérimenter le monde de l'entreprise. Mais si c'est des personnes qui ont déjà de l'expérience, elles veulent être à distance. J'ai d'autres étudiants, d'anciens étudiants. Alors, eux, ça fait 3 ans qu'ils voyagent dans le monde entier, qui sont un jour, ils sont à Costa Rica, le lendemain, ils sont au Portugal, pas le lendemain. Et après, ils passent 1 mois au Portugal et ils travaillent comme ça dans leur entreprise.
Google, ils sont revenus en face à face, mais ils sont pas là-bas en tous les jours. Ils ont demandé à leurs employés d'être X jours par semaine, je sais pas combien. Donc, même si on peut penser que c'est pas possible, tout ça, en fait, la Covid a montré que c'est possible. Mais c'est sûr qu'il faut avoir des règles établies, hein. Et il faut avoir des règles des sessions Zoom comme nous on a par exemple, ou des sessions synchrones et des choses asynchrones. Il y a une autre chose que je voulais ajouter, c'est que de toute façon, les entreprises, elles travaillaient déjà en ligne depuis des années, hein. C'est pas que les équipes en général, elles sont distribuées. Vous avez des personnes qui sont en France, qui travaillent avec des gens au Sénégal et avec des gens en Inde. Et depuis des années, c'est comme ça. Ça fait 30 ans, même plus que ça se fait comme ça. Donc, je veux dire, c'est pas nouveau, quoi, en fait. Mais dans certaines professions, c'est devenu nouveau. Oui. Et il y a certaines professions aussi qui ont arrêté aussi les déplacements intempestifs, les signatures de contrats qui se font maintenant beaucoup plus en ligne qu'en face à face, etc. Donc, en fait, maintenant, le travail en ligne est devenu aussi quelque chose qui va durer, qui va toujours être là, hein. Faut pas penser que non, on peut pas travailler en présentiel. Moi, je veux dire, je travaille au Sénégal sur Mjangal depuis des années. Je suis pas au Sénégal 100% de mon temps. Je suis aux États-Unis et aujourd'hui, là, je suis en France de toute façon. Et donc, je continue le cours. Je l'ai pas fait hier parce que j'étais dans l'avion, mais là, je suis revenue. Voilà, et c'est comme ça que ça se passe. Mais si j'avais été même, voilà, je pouvais pas enseigner de l'avion par contre. Mais sinon, oui, voilà. Donc, c'est pour vous montrer qu'en fait, il y a des choses, on pensait que c'était des obstacles, mais en fait, ça n'en est pas. Donc, conclusion, ce que j'ai bien aimé là, c'est vraiment que, oui, certains n'ont pas écrit, mais quand même, ils ont pris l'avantage de pouvoir discuter dans les breakout rooms. Hein, les breakout rooms, c'est vraiment important, c'est vraiment un outil très, très utile. Hein, quand vous allez travailler en groupe, c'est pour ça qu'on veut vous faire pratiquer. En fait, être à l'aise avec l'outil informatique, il y a beaucoup d'aspects. Vous voyez, pouvoir travailler dans un document comme ça, pouvoir utiliser une application comme Discord, pouvoir utiliser les breakout rooms, etc., etc. Donc, c'est un peu dans ce cours que vous voyez tous ces aspects. Après, faire un quiz, remplir un document. Vous allez bien sûr après faire encore d'autres choses, faire un Google Docs, etc. Et on verra différents outils, certains que vous allez voir qu'une fois, certains que vous allez voir plusieurs fois. OK? Donc là, je vais terminer la partie du cours. On arrêtera plus tôt aujourd'hui. Comme ça, vous aurez un peu de temps pour vous et on verra demain. Donc, comme j'ai pas pris de pause surtout. Donc là, on a parlé du travail en équipe. Vous aviez vraiment de bons points positifs et négatifs, quoi. C'est vrai que bon, il y a toujours des points positifs et des points négatifs à tout, hein. Le travail en équipe, que vous soyez élève, que vous soyez professionnel, il y a toujours des problèmes aussi. Hein, donc, on aime partager son travail et gagner du temps, veiller à la sécurité de chacun, atteindre un public plus large et amplifier les informations découvertes. Ça, c'est pour notre cas particulier, hein, de travailler en équipe en étant un investigateur. Stimuler l'inspiration, la créativité, la motivation et avoir de nouvelles perspectives. Une équipe, pour réussir, qu'est-ce qu'elle fait? Elle doit se comprendre, hein, elle doit aussi être flexible par rapport aux délais convenus, mais aussi par rapport à la compréhension. Quand vous êtes dans une équipe, c'est des personnes différentes et on a tous notre caractère et des fois, c'est compliqué. Hein, donc, il faut mettre de l'eau dans son vin, comme on dit, mais c'est une expression. Hein. Et puis, donc, il faut comprendre l'autre, en fait. Il faut avoir des communications claires. Rôles et règles de base doivent être définis. Hein. Quand on ne définit pas qui fait quoi, c'est là qu'on se retrouve avec des problèmes.
Les équipes diverses marchent beaucoup mieux avec des personnes, voilà, par exemple, diversité des genres. Hein, je voyais que certains disaient, ah, nous on cherche une fille, nous on cherche un garçon dans notre équipe. Voilà, diversité des genres, ça peut aussi être diversité des nationalités, etc. Et bien sûr, il faut avoir confiance. Et c'est là qu'on peut réussir. Et il faut dire les choses, quoi. Il faut discuter, hein. Et vous pouvez pas penser que tout est par hasard, tout le monde va comprendre. Dites les choses, même si elles vous paraissent évidentes. C'est ça qui va augmenter la confiance. Donc aussi, dans une équipe, c'est bien d'avoir des forces différentes, des expertises différentes et surtout complémentaires. Donc, on peut avoir des compétences surtout techniques. Alors, vous, dans votre projet, par exemple, on a besoin de quelqu'un qui va avoir un ordinateur parce que cette personne devra surtout faire de la technique, c'est-à-dire créer l'application. On a besoin aussi de beaucoup d'organisation. On a besoin de personnes qui savent résoudre les problèmes. Et parfois, on a besoin de pacificateurs s'il y a des problèmes entre plusieurs personnes. On a besoin aussi de protéger. Donc, protection, ça veut dire aussi comprendre les autres. On a besoin d'esprit critique. Et on a besoin de beaucoup communiquer. Vous savez, la plupart des problèmes viennent de la communication. Hein. Si on communique bien, ça va tout de suite beaucoup mieux. Donc, dans l'équipe des investigateurs digitaux, là, en fait, eux, ils ont surtout insisté sur 4 rôles. Le rôle d'organisateur, de pacificateur, de protecteur et de technophile. Donc, l'organisateur, c'est quelqu'un qui est bon en planification, fait la planification des réunions, les enregistrements et veille que les charges de travail soient réparties de manière équilibrée. Parce que si une personne se sent qu'elle fait tout le boulot, hein, qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a beaucoup de frustration. Donc, on a besoin de personnes organisées. Et pas tout le monde est organisé. Hein. C'est un skill, une expertise qui est vraiment pas toujours là. Ensuite, qui doit être le protecteur? Le protecteur garantit que la sécurité est au premier plan des discussions de l'équipe et des tâches quotidiennes. Par exemple, la manipulation des données sensibles. Donc, cette personne va être, OK, on va utiliser Signal pour parler parce qu'il y a plus de sécurité. Donc, on va prendre des choix comme ça, qui sont des choix techniques parfois, ou parfois on va dire, OK, là, il y a un risque, donc il faut qu'on en discute. C'est aussi la personne qui est dans le risque management. Le technophile aide l'équipe à mettre en place et à résoudre les problèmes de connexion aux fichiers, au cloud, à Internet, les problèmes de chargeurs de PC, téléphone, les mises à jour matériel logiciel, etc. Donc, tout ce qui est la partie technique. Mais le protecteur, il peut dire quand même, OK, on va utiliser le cloud tel et tel, et puis lui, le technophile va regarder plus en détail, par exemple. Et le pacificateur joue le rôle de médiateur en cas de conflit entre coéquipiers. Hein. On évite que ça escalade, que les problèmes s'escaladent. Oh, je ne sais plus comment on dit. OK? Donc, règle de base, prendre des notes. Quand vous avez des meetings, surtout, prendre des notes. Travailler en binôme. Bon, même si vous êtes 4, c'est bien aussi de se dire, OK, on a chacun son rôle, mais on va aussi travailler en binôme. Hein, ça motive. Ça motive. Des fois, on va se dire, OK, on va faire les diapos en même temps. Comme ça, on se motive, on parle en même temps. On est sur WhatsApp et on fait les diapos. Coopérer harmonieusement. Établir quelles sont les attentes, hein, les attentes pour par exemple, les tâches aussi à faire. Communiquer avec transparence. Alors moi, par exemple, j'aime bien que dans une équipe, hein, si j'envoie un email à une équipe, toute l'équipe reçoit toutes les informations. Et comme ce sera mis dans WhatsApp, dans Discord, pardon, eh ben, les équipes n'auront pas de problème puisque ça sera là. Si vous n'avez pas eu l'information, c'est que vous n'avez pas été dans Discord. Sinon, ça peut être aussi par email. Et j'écris à tous les membres de l'équipe. J'aime pas écrire à une personne. J'aime pas aussi qu'une personne de l'équipe m'écrive. J'aime bien quand le message est copié à tout le monde parce que là, il y a de la transparence. Bâtir de la confiance. La confiance, ça vient si vraiment on a des règles. Hein. Et puis, il faut donner de la responsabilité aux personnes aussi. Hein. Chaque personne
doit aussi savoir qu'elle est responsable. Ça veut dire que vous êtes responsable, c'est-à-dire quand vous venez, vous devez avoir fait votre travail. Si vous ne l'avez pas fait, c'est vous qui ne l'avez pas fait et vous devez savoir que vous pénalisez toute l'équipe. Donc, faites votre part aussi, vous n'allez pas tout faire. Vous regardez quelles sont votre expertise. Peut-être vous êtes très bon en technologie, voilà. Donc, vous serez en charge de la technologie. Il y a d'autres personnes, ils sont très bons pour communiquer. Donc, ils vont être sûrs que tout le monde sait ce qui se passe dans l'équipe. Une autre personne va être très bonne aussi technophile, mais plus dans faire une présentation. Elle va faire ça. Mais moi, je dis que tout le monde doit regarder le travail de tout le monde. C'est-à-dire, moi, par exemple, si je travaille avec quelqu'un, qu'un document est envoyé, je vais avoir lu tout le document. Parce que si mon nom est dessus, je ne veux pas qu'il y ait des erreurs évidentes, des erreurs de français, etc. Donc, je relis tout. C'est important, ça. Et il y a peu de personnes qui le font. D'accord? Donc, maintenant, une équipe, ça travaille pour un but commun, réussir un projet. Hein, votre but, ça va être, dans le projet qu'on va faire, c'est sûrement, OK, je veux être dans les 3 premiers. Je veux même peut-être être le premier. Ça, c'est votre but ultime. Mais en dehors de ça, il y a aussi des objectifs. Et les objectifs doivent être, en fait, en général, des objectifs, c'est mesurable. Mais ils doivent être smart. Il y a plus que mesurable, smart. Donc, aussi, quand on voit qu'on on a cette hypothèse, quand on est un investigateur digital, on a une hypothèse, mais on doit faire un certain nombre de choses. Et on a des objectifs. Hein, dans notre plan d'action, il y a des objectifs à atteindre. Donc, les objectifs doivent être smart. Et smart, ça veut dire spécifique, mesurable, réalisable, pertinent et limité dans le temps. Bon, c'est juste qu'en français, c'est un peu différent. Hein. Donc, c'est plus en anglais là que c'est smart et en français, c'est smart. Voilà. Hein, c'est un peu plus difficile à dire. Donc, vous allez regarder quels sont les objectifs dans votre investigation. L'objectif spécifique, exact. Ensuite, la mesure. À quel moment considérez-vous que l'objectif a été atteint avec succès? En général, c'est un nombre. C'est une mesure. Hein? Par exemple, je veux dire, j'ai réussi à avoir 10 témoignages. Hein, donc, j'arrête là. Voilà. Mais j'ai atteint ces 10, c'est un numéro. Un objectif doit être réalisable. Est-ce qu'on peut vraiment le faire de manière réaliste? Ça peut être, est-ce qu'on a les compétences? Ça doit être pertinent. En quoi cet objectif est-il lié à votre communauté? Il est pertinent, il veut dire quelque chose pour le projet. Hein, on ne va pas chercher quelque chose qui n'a rien à voir. Et il est limité dans le temps. Quand devriez-vous atteindre votre objectif? On ne va pas s'éterniser en fait. Hein. On doit dire, OK, mettez toujours des deadlines. Hein. Moi, j'aime bien quand je travaille avec des personnes et qu'on se dit, OK, on va faire ça et le deadline, c'est tel jour. C'est pour ça que même dans les emails qu'on vous envoie, à chaque fois, on vous dit quel est le deadline pour faire quelque chose. Sinon, en fait, on ne sait pas ce qu'on attend. Il y a des personnes qui vont faire 3 heures pour faire quelque chose, d'autres qui vont faire 10 jours parce qu'elles vont commencer juste à la dernière minute, etc. Mais nous, on veut toujours savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, exercice ici. Alors, SMART, ça veut dire spécifique, mesurable, réalisable, pertinent et limité dans le temps. Alors, est-ce que cet objectif est SMART? Si je dis que l'objectif de Anna est de découvrir ce qui s'est réellement passé, est-ce que c'est SMART ça? Alors, vous pouvez même prendre la définition, est-ce que c'est assez précis ou pas? Donc, SMART, est-ce que c'est le premier, est-ce que c'est SMART ou pas? Répondez dans le chat, oui ou non. Découvrez ce qui s'est passé. Est-ce que c'est quelque chose qui est spécifique, mesurable, réalisable, qui a
une date limite, etc. Non. Ça, c'est pas un objectif, ça. C'est trop. Je peux dire ça de tout. Hein. Je peux dire même préparer le repas aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Voilà. Non, c'est pas du tout smart. Clarifier en quoi ou si j'ai mis est impliqué. Est-ce que c'est cela smart? Bon, on va dire non parce qu'il n'y a pas de temps, etc. Mais c'est entre les deux, ouais, entre les deux. Parce qu'il y a certaines choses. C'est spécifique, hein, parce que je veux clarifier en quoi ou si j'ai mis est impliqué. Mais c'est pas vraiment mesurable, c'est réalisable, mais il n'y a pas de temps. Donc, c'est pas assez smart, c'est pas assez. On est encore dans les deux, en fait. D'accord? Donc, plutôt non que oui. Cet objectif est smart. Tenez le coupable pour responsable. Non. Découvrez des informations sur l'INCORP et ses parties prenantes. Est-ce que c'est smart? Bon, on va dire que c'est entre oui et non, hein, parce que oui, c'est spécifique, c'est réalisable, mais encore une fois, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas de mesure. Découvrez, si je dirais, découvrez 10 informations sur l'INCORP et ses parties prenantes avant dimanche, là, ça serait beaucoup mieux. Hein, donc, c'est comme ça qu'il faut le faire. Ouais, voilà. Radi, oui, oui et non. Parce que c'est pas S-M-A-R-T. Il y a un S, oui, il y a le A, oui, pour réalisable, mais il n'y a pas les autres. Donc, ça pose problème. Hein, donc, il faut que vous vraiment, quand vous écrivez un objectif, ça, c'est dans tout. Hein, parce que cette notion de SMART, c'est pas seulement là, aujourd'hui, qu'on en parle sur Digital Inquirer. Hein, c'est quelque chose qui existe dans la littérature, même quand on fait un projet, n'importe quel projet, et qu'on définit les objectifs du projet. Donc, chaque fois, je regarde, est-ce que ça correspond à SMART? Bon, dans les risques, il faut savoir que les risques sont héréditaires. C'est-à-dire que si vous avez un risque, les personnes de votre équipe sont toujours dans les risques. Donc, de nouveau, le framework qu'on avait vu du DOF, défi, opportunité, faiblesse, force, et de action pour comportement égale conséquence, il faut le reprendre pour évaluer les risques. Maintenant, une autre chose à propos des équipes. Hein, on parle dans une équipe, il faut aussi parler de bien-être de l'équipe. On en parle de plus en plus là dans tout ce qui est dans tout ce qui se passe, quoi. On en parle beaucoup maintenant, c'est tout ce qui est santé morale. Les entreprises aussi en parlent beaucoup, la santé morale de leurs employés. Par exemple, certaines entreprises, elles ne font plus de meetings sur Zoom les vendredis. Il n'y a plus de meeting de toute façon, les vendredis. Parce que, je veux dire, il est facile d'être sur Zoom et d'avoir dans une journée au moins 7 meetings. Donc, ils se disent, OK, le vendredi, il n'y a pas de meeting du tout. Et comme ça, la personne aussi peut prendre ce temps pour vraiment travailler, etc. Mais il y a d'autres choses. Si on est trop sur son ordinateur, etc., et ben, il y a des conséquences, quoi. On peut être stressé, etc. Donc, la Covid a montré aussi beaucoup de problèmes, justement, de santé mentale. Hein, donc, on a dit aussi que si les risques sont insurmontables, on quitte le projet, hein, aussi. Donc, dans tout ce qui est documentation aussi, donc on prend des notes. On a dit que c'était important de prendre des notes quand on travaille en équipe. Hein, et ben, il faut documenter. Mais donc, quand vous documentez, où vous mettez toutes ces infos? On a vu qu'on veut mettre ces infos, on veut les documenter, les stocker en sécurité, hein, parce qu'on a des informations délicates aussi. Et pour faire ça, bon, on doit aussi avoir le principe de ne pas nuire. On en avait déjà parlé, on veut collecter ces informations, même si on divulgue quoi que ce soit, c'est pas pour nuire à qui que ce soit, mais c'est pour la quête de la vérité, je veux dire. Dans tout ce qui est aussi santé mentale, on veut réduire la détresse. Hein. Faites tourner les rôles et les responsabilités qui peuvent mettre les gens en difficulté.
comme la documentation des attaques virtuelles ou des entretiens sensibles. OK, donc faites attention à tout ça. Dans les équipes, on veut aussi protéger contre la discrimination. Hein, si on protège contre la discrimination, hein, que ce soit n'importe quelle de discrimination. Harcèlement en ligne, c'est une forme de discrimination. Ou non, oui, peut-être, quoi, mais c'est plutôt une conséquence. On discrimine et on va harceler les gens. Donc, il faut vraiment ce rôle de protection. C'est pour ça qu'une des personnes dans l'équipe doit regarder même, doit dire, on va protéger tous les membres de l'équipe, déjà pour qu'il n'y ait pas de discrimination, pour que tout le monde se sente bien à l'aise. Hein, et s'il y a des problèmes ou si on voit qu'une personne ne participe pas aussi et que d'autres personnes sont en train de vraiment faire des problèmes à cette personne, de dire, OK, il faut qu'on en discute plus dans le calme, etc. Mettre en place et donner accès au numéro d'urgence, à l'assistance juridique, au soutien psychologique. Ça se fait dans les entreprises. Quand vous êtes engagé, de toute façon, vous faites vous avez du training à faire qui est justement sur tout ce qui est harcèlement, qui est tout ce qui est discrimination, tout ce qui est même bien-être, etc. Donc, tout ça, c'est… vous êtes en général pas engagé. Je parle des États-Unis, je sais pas au Sénégal sur quel état c'est actuellement, mais même parfois en travaillant avec des organisations, on doit faire un training qui est sur protection des enfants, etc. Surtout nous qui travaillons dans l'éducation. Voilà. Donc aussi, quand vous travaillez comme ça, faites attention de garder le professionnel et le personnel différents. Utilisez des pseudonymes quand vous cherchez des infos. Peut-être vous créez des comptes alternatifs afin de distinguer votre vie privée et votre vie professionnelle. OK? Hein, donc, attention à ça. En termes de discrimination aussi, il y a ce qu'il y a l'égalité et l'équité. L'égalité, c'est tout le monde peut faire la même chose, tout le monde a accès aux mêmes choses et dans la limite de sa position et de son rôle, mais aussi il y a l'équité. Alors, rendre possible pour une personne qui a accès à quelque chose, c'est le rendre possible. Donc là, vous pouvez même penser au fait que… que certaines personnes ont des disabilités. Hein, certaines personnes ne voient pas, n'entendent pas, etc. Mais il faut leur donner, eux aussi, accès à la même chose. Ça, c'est l'équité. Donc, comme on voit là, les deux personnes qui sont ici, elles peuvent accéder aux pommes de l'arbre, elles ont le droit. Mais en fait, on voit que la fille qui est plus petite, elle ne va pas pouvoir accéder aux pommes comme l'autre personne parce qu'elle est trop petite. Donc, on doit lui donner les moyens. Et là, c'est lui donner un tabouret pour pouvoir y accéder. Voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on va s'arrêter ici, sur ça. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, tout ça, c'est le travail d'équipe. Pour résumer, le travail d'équipe, vous l'avez bien dit, tellement bien dit, comme ça peut être difficile, mais aussi comme ça peut être vraiment important et ça peut vous permettre vraiment d'évoluer. Mais il faut beaucoup, beaucoup de communication, en fait. Il faut que vous puissiez communiquer. Il faut que vous ayez aussi les outils adaptés et penser au rôle des personnes. Donc là, je vais arrêter. On va prendre vos questions, là. Et je vais arrêter le recording.